2 mois après le début de la contestation des Gilets jaunes, Christophe Castaner a affirmé hier lors d'un déplacement à Carcassonne qu'il ne connaissait aucun policier, je cite, aucun gendarme qui ait attaqué des Gilets jaunes. Et le ministre de l'Intérieur a ajouté que les témoignages qu'il avait pu entendre relevaient plutôt de la volonté, je cite, de tuer les forces de l'ordre. Une déclaration donc du ministre de l'Intérieur que contestent plusieurs journalistes et manifestants qui, depuis le début du mouvement, partagent de nombreuses photographies et vidéos de violences policières sur les réseaux sociaux, comme notre invité aujourd'hui, David Dufresne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, documentariste, journaliste. Vous êtes notamment l'auteur de Maintien de l'ordre, édité chez Fayard, et vous recensez sur votre compte Twitter les signalements de violences policières depuis le début du mois de décembre, avec une arme dont on parle beaucoup, que vous montrez, dont vous montrez les conséquences sur les photos qui sont recensées sur Twitter, le flashball. À quoi ça sert un flashball ? Un flashball, ça devrait servir à un ministre d'être un peu au courant de ce qui se passe. Je me permets juste deux petites secondes, je vais vous répondre sur le flashball parce que c'est totalement lié au mensonge d'État qui a été proféré hier par M. Castaner. Deux choses l'une, soit M. Castaner est mal informé, soit il ment. Moi, je recense des faits, la plupart des mutilations, une vingtaine de personnes qui ont perdu un œil, 4 personnes qui ont perdu une main, des traumatismes à vie. C'est documenté. C'est-à-dire que ce que je ressens, si vous voulez, parce que je suis tout seul, donc je ne peux pas tout recenser. Ce que je ressens, c'est dès lors que c'est filmé ou photographié ou suffisamment documenté d'un point de vue de témoignage, si vous voulez. C'est incontestable. Il y a, depuis 2 mois, et j'ai aussi des forces de l'ordre, on va en parler au téléphone, qui me racontent, etc. Il y a des mutilations, des blessés, etc. La grande partie de ces mutilations, etc., c'est effectivement ce qu'on appelle le flashball. Alors c'est un peu un abus de langage parce que en fait le flashball c'est une famille, c'est la première invention de ce qu'on va appeler dans les années 90 à l'époque les armes à létalité réduite, ce qui est un terme assez curieux, qui est très orwellien, c'est-à-dire ça tue pas vraiment. Aujourd'hui on emploie un autre terme qui est les armes de force intermédiaire. Tout ça pour dire qu'effectivement, a priori, ce sont des armes qui sont conçues pour ne pas tuer, mais qui mutilent, qui peuvent mutiler. Et donc, ce sont des balles de quelle grosseur ? Alors écoutez, moi je suis pas armurier, j'ai pas tellement de fascination pour les armes. Ce que je peux vous dire, c'est que le fabricant aujourd'hui, celui qui fabriquait les flashballs, s'en prend à l'autre fabricant qui fabrique ce qu'on appelle maintenant le LBD. Le LBD, c'est en fait ça qui est surtout à l'œuvre aujourd'hui. Ce sont des balles en caoutchouc de 40 mm qui vont à 300 km/h et qui au départ sont pensées pour immobiliser quelqu'un. Donc, normalement, on doit viser les jambes ou le corps. Interdiction formelle de viser la tête, interdiction formelle de viser les parties génitales. Malheureusement, on a à peu près une centaine de blessés graves. Parmi ces 100 blessés graves, énormément de gens qui sont visés à la tête, mâchoire, dents, nez, les yeux, les oreilles, la nuque. Or, tout ça est totalement interdit. Alors, on va rentrer dans les détails. Vous êtes là pour ça. Je suis là. Vous êtes là pour ça. Et effectivement, on a entendu tout à l'heure, j'ai donné à entendre une archive sur donc, la création de ce qu'on appelle communément un flashball. Elle date de 95. Parlait-on autant des flashballs auparavant dans les manifestations précédentes ? S'agit-il d'une nouveauté ou bien l'usage du flashball s'est-il popularisé chez les policiers, David Dufresne ? Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. On a actuellement quelque chose qui est sans commune mesure depuis 68. Il y a eu les émeutes de 2005. Évidemment, et il y a le mouvement Gilets jaunes avec les actes le samedi. On a 80 000 policiers, nous dit-on, qui sont déployés chaque samedi, à grand renfort de déclarations ministérielles, voire premier ministériel. C'est très important parce que le maintien de l'ordre en France, c'est une affaire politique, on y reviendra. Donc, 80 000 policiers, ça veut dire que vous avez, j'ai compté à peu près, les 2/3 qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre. C'est très clair. Les gens qui sont formés au maintien de l'ordre
quoi qu'on en pense, ce sont les CRS, ce sont les gendarmes mobiles. Vous avez donc dans les rues, chaque samedi en France, des policiers qui ne sont pas formés. C'est pas de leur faute, ils font un autre métier. Et vous avez notamment des gardiens de la paix à qui on dit, toi, samedi, t'as maintien de l'ordre. Donc j'ai même des gens de commissariat qui m'expliquent qu'ils vont acheter leur propre matériel dans des surplus ou dans des magasins de sport pour se protéger. Bon. Et puis surtout, vous avez, et là je crois que c'est absolument important d'en parler, vous avez toute une frange de la police qu'on appelle la BAC. La BAC, elle est dotée depuis toujours. Les flashballs étaient pour eux au départ. La BAC, c'est les policiers, on va dire les cow-boys, hein, les policiers en civil, qui sont, je dis cow-boys parce que c'est comme ça qu'ils se désignent eux-mêmes, si vous voulez, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont formés, pour le coup, à des interpellations violentes, qui sont formés à agir dans des situations qui sont très délicates, très difficiles, en temps normal, j'entends. Hein, c'est-à-dire qu'ils luttent contre la délinquance. Sauf que le samedi, on leur demande d'aller lutter, non pas d'aller lutter, mais d'aller faire du maintien de l'ordre face à des manifestants. C'est pas leur métier. C'est pas leur métier, ils sont pas formés, ils sont pas entraînés. Écoutez les déclarations des syndicats de police, ils vous le diront. Ils vous le diront. Et alors, dans ce cas-là, quand on n'est pas formé, qu'est-ce qui se passe, David Dufresne ? C'est le tir au canard. Excusez-moi, samedi dernier, sur Place de l'Étoile, il y a au moins 5 ou 6 personnes qui ont, dont des journalistes, un photographe, un photographe, 2 caméramans, qui ont été visés, et dont certains ont été visés à la tête. Question candide, David Dufresne, pourquoi viser la tête ? Parce qu'on sait que c'est interdit, l'IGPN a ouvert un certain nombre de dossiers. Alors, pourquoi viser la tête ? C'est difficile de... D'abord, il n'y a pas de consigne, évidemment. Il n'y a pas d'ordre pour viser la tête. On n'en est pas là, il ne faut pas exagérer. Longtemps, la police nous a expliqué que s'il y avait un problème de précision des armes, ce qui était vrai du flashball au tout début, ce qui est absolument faux aujourd'hui, c'est extrêmement précis. Il y a des viseurs d'une précision diabolique, etc. Donc on vise la tête. Pourquoi on le fait ? Je ne sais pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est totalement interdit. C'est totalement interdit. Le défenseur des droits, lui-même, dans son rapport de décembre 2017, a recommandé l'interdiction des flashballs, des LBD, à cause de ça. Alors, est-ce que c'est la précipitation ? Est-ce que c'est... La raison principale, c'est que le flashball n'est absolument pas pensé pour le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est la gestion de la foule. C'est une foule qui est mouvante. Donc, si vous commencez à viser quelqu'un, il peut bouger et éventuellement, vous pouvez... Voilà. On a parlé du flashball, il faut quand même parler des grenades de désencerclement et des grenades lacrymogènes qui, elles aussi, hélas, ont fait des dégâts ces dernières semaines. Oui, alors les grenades lacrymogènes, bon, c'est un vieux classique. Elles posent a priori pas tellement de problèmes. Si vous voulez, là où elles posent un problème, c'est quand on nous annonce fièrement que 10 000 grenades lacrymogènes ont été lancées un samedi, par exemple. C'est faramineux. C'est en fait un signe que le maintien de l'ordre n'est pas tenu. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui va pas du tout dans le commandement des forces de l'ordre. Pourquoi ? Parce que le maintien de l'ordre, si vous voulez, c'est quelque chose de psychologique en réalité. C'est très étrange. Le maintien de l'ordre, c'est la gestion de la foule. Le maintien de l'ordre, c'est montrer sa force pour ne pas s'en servir. D'une certaine manière, quand les forces de l'ordre utilisent, en matière de maintien de l'ordre, on est bien d'accord, leur force, c'est que c'est terminé. C'est qu'il y a quelque chose, si vous voulez, qui a raté. En gros, le maintien de l'ordre, c'est la graduation. Vous avez des manuels, des instructions, une doctrine d'emploi qui est extrêmement claire. Ça va par étapes. Quand on balance 10 000 grenades lacrymogènes, c'est qu'on est déjà dans un état de panique, à peu près. Pour les grenades de désencerclement... Ça sert à quoi une grenade de désencerclement ? Comme son nom l'indique, ça sert à faire en sorte que, par exemple, des forces de l'ordre qui seraient dans une position extrêmement délicate puissent se libérer. Ça fait du bruit ? Ça fait 165 décibels, c'est énorme. Quand vous en prenez une à côté de vous, c'est énorme. Et puis, vous avez une petite explosion lumineuse à base de TNT, 25 grammes. Ce sont des grenades qui sont interdites dans le reste de l'Europe. Le flashball, le LBD sont des armes qui ne sont absolument pas utilisées en Allemagne, en Angleterre, dans des pays comparables en termes de maintien de l'ordre, de par leur dangerosité. Et donc,
en France. Pourquoi a-t-on décidé de les utiliser? Quelle relation a notre police avec le maintien de l'ordre pour que ces armes-là, qui, d'après ce que vous dites, David Dufresne, ne sont pas communes ailleurs, pourquoi les utilise-t-on ici? On les utilise ici contre le grand principe qui était à l'œuvre, qui était on ne vise pas la foule. Ce qui s'est passé, c'est dans les années 90, puis surtout dans les années 2000, on a demandé aux forces mobiles, parce que justement, c'est paradoxal, il y avait un peu moins de manifestants, c'était la grande idée, la grande réforme de Nicolas Sarkozy, on leur a demandé, puisqu'il n'y a pas beaucoup de manifestations, vous allez, j'emploie le terme qui était utilisé, sécuriser les banlieues. Et donc, comme le niveau de violence n'était pas tout à fait le même, il y a notamment eu un tournant Villiers-le-Bel 2007 où, pour la première fois, pendant des émeutes, il y a des tirs à balles réelles sur des policiers. Et donc là, il y a un réflexe qui est de dire il faut armer les policiers en cas de danger. Je rappelle que le maintien de l'ordre français obéit à deux points extrêmement importants, qui est la nécessité de l'usage de la force, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser la force n'importe comment, et la proportionnalité. Alors, ça doit être proportionnel. On ne peut pas utiliser la force n'importe comment. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quelles sont les règles en la matière? Alors, si vous voulez, l'idée, c'est qu'on ne peut pas mettre un canon à eau face à un manifestant qui est tout seul, par exemple. Parce que c'est disproportionné. On ne peut pas se charger tout de suite. Si vous voulez, il y a toute une procédure. On a vu des scènes qui étaient des scènes extrêmement violentes, extrêmement choquantes, par exemple. Donc, excusez-moi, je voudrais juste poursuivre. En fait, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a muni les CRS et gendarmes mobiles de flashball, et surtout, ce qu'on a tous les samedis, ce sont des policiers, comme ceux de la BAC, de la BRI, dont c'est l'arme, d'une certaine manière, l'arme de service, hein, à qui on dit, vous pouvez l'utiliser, ça tue pas. Ça tue pas, ça mutile. Vous parliez des règles qui président à l'usage de la force. On a vu des scènes choquantes. On a vu, par exemple, plusieurs CRS s'acharnant sur une femme, la tapant avec des matraques. Ce type de scènes sont-elles coutumières aujourd'hui? Qu'est-ce qui autorise un policier de frapper un manifestant? Est-ce qu'il y a des règles? Rien n'autorise un policier à tabasser, quelle que soit la situation, si vous voulez. Là, effectivement, on assiste à des scènes qui sont terribles, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 8 policiers. Alors, je dis policiers en termes génériques, sur une personne. On est dans la faute déontologique absolue. Il n'y a aucun caractère de nécessité à faire ceci. Et ce qui autorise, si vous voulez, c'est qu'en fait, ce sont des pratiques que nous voyons là, parce qu'elles sont massives, parce qu'elles sont répétées, parce qu'elles sont tous les samedis, parce qu'elles sont filmées. Parce que, évidemment, les gens, aujourd'hui, filment, documentent, et les téléphones sortent avant même les incidents, puisque les gens manifestent et ont envie d'un souvenir de la manifestation. Et patatras, à ce moment-là, arrive le problème. Mais ces méthodes, pardonnez-moi, ces méthodes sont en gestation depuis une quinzaine d'années, dans certains quartiers. Mais alors, justement, parce que on se demande s'il s'agit de quelque chose de spécifique à cette crise des Gilets jaunes. Est-ce qu'il y avait, par exemple, des bavures de ce type pour les manifestations contre la loi travail? Est-ce que vous avez documenté, David Dufresne, vous qui êtes journaliste, qui vous intéressez à cette question-là? S'agit-il d'un phénomène nouveau? Alors, ce qu'on peut dire, ce qui est nouveau, c'est que aujourd'hui, c'est acté. On avait effectivement avec la loi travail, je crois que le basculement il est là, où on voit réapparaître de manière très timide des motards de la police en termes de maintien de l'ordre, ce qui n'était plus arrivé depuis 1986. Et la mort par des voltigeurs de Malik Oussekine. Depuis 1986, on avait totalement arrêté ça. On les a retrouvés pendant la loi travail. Et on les a revus à l'œuvre avec l'incident que vous avez sans doute vu des Champs-Élysées, qui est un cas d'école d'erreur de maintien de l'ordre. Il faut bien comprendre que moi, j'ai des CRS qui m'appellent. J'ai des gens qui
qui sont sur le terrain et qui sont effarés par les manquements répétés à la formation, à l'entraînement, à la doctrine, au mode d'emploi. Lorsque je vous posais une question sur les manifestations liées à la loi travail, contre la loi travail, David Dufresne, est-ce que ces violences que vous notez pour l'épisode des Gilets jaunes, est-ce que ce sont des violences aussi qui s'expliquent par le niveau de violence de ces manifestations et les policiers, comme cela a parfois été dit par les membres du gouvernement, répondent à un niveau de violence qui est sans précédent par rapport à ce que l'on a observé jadis? Alors c'est toujours... C'est toujours périlleux de faire des comparaisons historiques dans l'immédiateté. Les manifestations de mineurs, les manifestations de chasseurs, les manifestations de paysans, par le passé, étaient autrement plus dures. Les manifestations des autonomes dans les années 70 étaient autrement plus dures. Il faut bien comprendre, il faut le savoir, quand on est CRS et gendarme, la première chose qu'on apprend, c'est d'absorber la violence. Mais on peut se souvenir aussi, dans notre jeunesse, oui. David Dufresne, je crois que nous avons à peu près le même âge, et il y a eu, hélas, la mort de Malik Oussekine, il y avait des voltigeurs, à l'époque, les policiers... Si vous voulez, vous avez raison, si on se place d'un point de vue de la police... C'était en 86. En 86. La menace a changé, d'un point de vue policier, la menace a changé, mais la police n'a pas changé. La police ne s'est absolument pas... La menace a changé, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'évidemment, vous avez une beaucoup plus grande mobilité aujourd'hui. Et effectivement, la spécificité là des Gilets jaunes, des actes, c'est que la plupart ne sont pas déclarés en préfecture et que donc il n'y a pas de cortège, donc il n'y a pas de renseignement. Donc de ce point de vue-là, la police doit aussi faire son... Donc peut-être que ça les insécurise. De surcroît, vous dites qu'une bonne partie de ces policiers ne sont pas formés au maintien de l'ordre. Peut-être qu'ils paniquent, ce qui expliquerait le nombre important de ces bavures. Oui, mais pardonnez-moi, c'est pas une excuse. Quand un président de la République est élu, on lui donne le monopole légitime de la violence. La moindre des choses, c'est qu'il soit à la hauteur de ce monopole. Son ministre a parlé hier. Son ministre n'est pas à la hauteur de ce monopole. Christophe Castaner. Christophe Castaner. Ce que je veux dire, c'est que je peux tout à fait comprendre que les policiers soient fatigués et exténués. Ils le sont. Mais c'est pas aux manifestants de payer cette fatigue. Bien évidemment que la réponse, elle ne sera pas que répressive. Car sinon, vous allez avoir de plus en plus de policiers fatigués, à qui on dit, en gros, allez-y. Quand il y a un tel déni politique sur les violences, on est entre 2 et 3 000 blessés, 100 blessés graves. Quand on est dans un tel déni, quel est le signal qu'on envoie ? Quel est le signal qu'on envoie à la police ? C'est pas une excuse, la fatigue. Je veux dire, c'est pas professionnel. Le maintien de l'ordre, c'est une affaire professionnelle. Maintien de l'ordre, c'est le titre de votre ouvrage, David Dufresne. Il est publié chez Hachette Littérature. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour continuer à évoquer cette montée des violences, avec des violences policières, une attitude des manifestants. On écoutera notamment un extrait d'un Facebook Live qui a été organisé par des Gilets jaunes, et vous serez rejoint par Hélène Leuillet. Elle est philosophe, elle est psychanalyste, et elle aussi a beaucoup travaillé sur la violence. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil. Police, assiste-t-on à une montée des violences ? On l'évoquait avec David Dufresne, écrivain, documentariste, notamment l'auteur de Maintien de l'ordre. Vous recensez, David Dufresne, sur votre compte Twitter, les signalements de violences policières depuis le début du mois de décembre. Et pour tenter de comprendre, de problématiser cette question, comme on l'a fait avec les différents épisodes qui ont égrener ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la crise des Gilets jaunes. Nous sommes en compagnie également d'une philosophe, d'une psychanalyste, Hélène Leuillet. Bonjour, vous êtes maîtresse Bonjour. De conférences à l'université Paris-Sorbonne. Vous avez réfléchi sur la violence puisque vous avez publié un ouvrage intitulé « Tu haïras ton prochain comme toi-même », c'est chez Albin Michel, et puis aussi sur la violence et la police, basse politique, haute police, une approche historique et philosophique de la police est publié aux éditions Fayard. Hélène Leuillet, votre regard de philosophe, de psychanalyste sur les violences suscitées de part et d'autre dans cet épisode des Gilets jaunes. Oui, alors j'ai plusieurs regards, ça m'inspire un certain nombre de choses, je dirais au moins 4. Bon, il y a la question des techniques, bien entendu, mais je pense que David Dufresne a déjà pas mal parlé de ça et que aujourd'hui, tous les chercheurs qui travaillent sur le maintien de l'ordre disent qu'en France, finalement, la France se situe entre des pays très durs. Alors effectivement, on peut dire
que c'est pas les États-Unis, qu'aux États-Unis la police aurait déjà tiré à balles réelles, ou dans les dictatures les manifestations sont réprimées dans le sang, mais que de l'autre côté, par rapport à l'Europe, notamment l'Allemagne est meilleure que nous, actuellement en maintien de l'ordre, il y a moins de violence en Allemagne, en Italie, où il y a eu pourtant des violences, des manifestations très importantes, notamment au moment des grands sommets, par exemple, et qui n'ont pas donné lieu, manifestement, à autant de violence. Donc il y a une question de technique de maintien de l'ordre. Mais je dirais, il n'y a pas que ça. Il y a une question de sens aussi. Il y a le mandat. Vous savez, le mandat donné à la police est extrêmement important, notamment dans le maintien de l'ordre. Et là, il me semble que la tension des forces de l'ordre, c'est palpable à Paris, la tension des forces de l'ordre est quand même la tension de l'exécutif lui-même. Enfin, je veux dire, il y a manifestement des ordres qui sont donnés. On a bien vu que la réponse sécuritaire du gouvernement se traduit nécessairement par une pression sur la police. Il y a une troisième chose, alors c'est un peu différent, vous allez dire peut-être c'est la psychanalyste qui parle, c'est un mouvement qui est parti sur les... Elle a le droit, très bien, c'est parti sur les réseaux sociaux, donc dans le virtuel, le virtuel, on a une société du virtuel, et on assiste à du corps à corps. Ça tape, ça cogne, on va se rencontrer. Alors là, je trouve qu'il y a un retour du corps, peut-être dans l'inconscient collectif. Et puis il y a une troisième chose, mais alors là, je m'avance, c'est une hypothèse. Je me demande s'il n'y a pas aussi un message interne à la police. C'est-à-dire ? Un message interne, c'est-à-dire que, écoutez, les policiers qui font le maintien de l'ordre sont quand même pas loin de partager des conditions de vie et de salaire qui sont celles à peu près tous les gilets jaunes. Donc à partir du moment où le message à la police, c'est « attention », les manifestants sont vos ennemis. N'oubliez pas que ce sont vos ennemis. On essaye peut-être aussi de limiter la sympathie qu'il pourrait y avoir, au moins dans l'âme interne de chacun, pour un certain nombre des revendications. Donc je crois qu'il peut y avoir une part de message interne. Je voudrais apporter David Dufresne. Une précision et une petite contestation. D'abord, dire que ça part des réseaux sociaux et que c'est virtuel, c'est vrai, c'est faux. Ça part des réseaux sociaux, mais c'est tout sauf virtuel. La virtualité, pour moi, elle est au journal de 20h, qui, jusqu'à hier soir, ne montrait pas les violences policières. Ces violences policières, elles sont aujourd'hui montrées sur les journaux télévisés, alors qu'elles circulent depuis 2 mois sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux amènent une réalité, pour répondre à la virtualité, amènent une réalité qui est niée par ailleurs. La deuxième chose, c'est votre deuxième point, tout à fait juste, sur le maintien de l'ordre européen. En gros, il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Angleterre, depuis 15 ans, alors qu'en France, on a choisi le durcissement. En Allemagne et en Angleterre, on a choisi la désescalade. La désescalade, en 2 mots, je vous explique ce que c'est. C'est la discussion, la concertation, la communication avec les manifestants. Et quand je parle de manifestants, je parle de manifestations dures, c'est-à-dire non déclarées. C'est-à-dire en Allemagne, par exemple, les néo-nazis. C'est pas des rigolos, les néo-nazis. Il y a des discussions. Un exemple tout bête. Samedi dernier, 16h59, je suis sur les Champs-Élysées. À 17h, il doit y avoir dispersion. Que fait le gendarme, le commandant? Il fait ce que la loi l'oblige. Il va faire ses sommations. Il prend son porte-voix, son petit porte-voix années 60. Et il va nous dire, force doit rester à la loi. Sauf que son porte-voix ne marche pas. Il ne marche pas. C'est un détail. Il ne marche pas. Les gens qui sont en première ligne se moquent de lui, changent tes piles, mais ceux qui sont en deuxième, troisième ligne n'entendent rien. Et c'est la charge. Et c'est la charge immédiate. Eh bien là, vous avez typiquement un cas d'école d'énormes problèmes. C'est très important ce que vous dites, parce qu'en même temps, ça faisait partie de la culture politique française. Et absolument. Ça, depuis la Troisième République. Par exemple, quand le préfet Lépine prend la police, c'est pas non plus des rigolos, les ligues dans les années 30. Non, bien sûr. Et là, on voit que Lépine, il dit « je vais dans la rue, je parle avec les manifestants ». Et là, c'est vrai que ce symptôme de l'absence de piles dans le porte-voix, c'est bien la marque que, finalement, la parole dans les manifestations, elle n'a pas sa place. Grimaud allait aussi dans les manifestations. Enfin, il allait parler avec les militants. Mais alors, la Troisième République, moi, je ne l'ai pas connue. En revanche, j'ai connu des manifestations postérieures. On a connu 1986. C'était des manifestations lycéennes et étudiantes. David Dufresne. Oui. On se souvient qu'il y avait de grandes violences de la part des policiers. Il y avait les voltigeurs. Alors, pour les plus jeunes, c'était des policiers qui étaient montés sur des motos et derrière le conducteur, il y avait un type qui matraquait. Donc, il y a eu un mort dans ce contexte-là.
Mais d'un côté, les manifestants, on en connaissait quelques-uns, des manifestants, David Dufresne, eh bien, ces manifestants ne s'attaquaient pas à la police directement, soit ils avaient peur, soit ils considéraient qu'il y avait une barrière à ne pas franchir. Aujourd'hui, cette barrière, elle est franchie. Alors, il y a plein de raisons. Et là, ce que vous disiez est très juste, c'est que, grosso modo, quelle est la réponse depuis 2 mois ? La seule réponse tangible, annoncée à grand renfort de déclarations dans les JT, c'est « on va vous envoyer la police ». On va vous envoyer Voilà la réponse de l'État à la crise des Gilets jaunes. C'est la seule réponse tout à fait tangible, avec des chiffres extrêmement précis, annoncés par Édouard Philippe au TF1, aux 20h de TF1, il y aura 80 000 policiers. Il y aura 70 000. Il y a eu des annonces quand même d'Emmanuel Macron. Et les annonces d'Emmanuel Macron. Pas un mot d'ailleurs, par ailleurs, pas un mot sur les blessés des victimes, sur les victimes de violences policières. Mais qu'importe. Ce qui est extrêmement important à comprendre, c'est qu'en France, comme nulle part ailleurs, le maintien de l'ordre est une affaire politique. Qu'est-ce que ça veut dire, une affaire politique ? Alors c'est très simple. Quand, chaque samedi, à Toulouse, à Bordeaux, à Saint-Étienne, à Rouen, j'essaie de mémoire tout ce qui me remonte tout le temps, à Montpellier, où chaque semaine c'est dur. Ce ne sont pas les commissaires de police qui décident, c'est le préfet. C'est le préfet qui décide. Le préfet, c'est l'État. Il décide quoi ? Il décide quel type d'armes on va utiliser, à quel moment on va les déployer, quelle force de l'ordre on installe, qui va commander, comment, etc. etc. Il faut bien comprendre qu'on n'emploie pas normalement les armes n'importe comment. Il se trouve que si, mais logiquement, ça obéit. Or, le préfet prend ses ordres du ministre de l'Intérieur, puisqu'il est le représentant de l'État, qui lui-même en discute avec l'Élysée. C'est ce dont on parle, c'est pas de police, c'est de politique. Oui, alors là, c'est de la politique. Ça rappelle le titre de votre ouvrage, d'ailleurs, oui, Hélène Neuillet. Basse politique, haute police, une approche historique et philosophique de la police. De toute façon, c'est la fragilité des institutions françaises que ce pouvoir administratif fort, je veux dire, dans une certaine mesure, fonctionne aux États-Unis des contre-pouvoirs qu'on n'aurait pas en France, dans le même cas, puisqu'on a un pouvoir administratif très fort qui peut à la fois être un garant de l'ordre républicain, ça existe aussi dans certaines préfectures, mais qui en même temps est très fragile. Moi, ce qui me frappe aussi dans ceci, c'est quand même le contexte aussi beaucoup plus général de notre société, c'est-à-dire que, et c'est une évolution forcément de l'activité policière et de l'activité manifestante, si je puis dire, qui est le face-à-face. Et qui est que, au fond, on est dans un état de guerre. C'est ce que je disais aussi sur le message interne à la police, quoi. C'est-à-dire que, et n'oubliez pas que vous avez des ennemis, quoi. Il y a 2 camps qui s'affrontent, l'un contre l'autre. Alors, effectivement, à partir du moment où on est en guerre, les 2 camps vont se battre. Mais c'est ça qui est grave, c'est que la police, en principe, elle se pense comme un corps d'interposition. C'est un tiers, ça va au milieu. Et quand ça devient effectivement un camp, eh bien c'est aussi le signal qui est donné à ceux qui veulent en découdre d'y aller. Et ça, c'est très problématique, ce face-à-face. Il va avec la désymbolisation de toute forme d'autorité. Qu'est-ce que ça veut dire, désymbolisation ? Ça veut dire que, voilà, à partir du moment, ça veut dire que l'autorité, évidemment, elle ne marche pas seulement par la force. Sinon, c'est la guerre tout le temps. Je veux dire, oui, il faut l'escalade de la force. L'autorité, c'est évidemment un certain ton, c'est aussi la reconnaissance que les autres font de l'autorité. Et ça suppose qu'on se mette un peu en décalage. Ça suppose qu'on considère que quand on parle, sa parole a un poids. Et c'est ça, les symboles de l'autorité. Plus on est dans la force, moins on est dans le symbole d'autorité. Et plus il y a une désymbolisation. Alors justement, puisque vous évoquez la désymbolisation, Hélène Neuillet, on va écouter un Facebook Live, donc autrement dit, ces messages enregistrés via une vidéo sur Facebook d'un gilet jaune, l'un des messagers des gilets jaunes, puisqu'on n'évoque pas des porte-paroles, il s'agit de Maxime Nicole, on l'écoute. C'était bien drôle tout ça, on a bien rigolé pendant 9 semaines. Il serait peut-être temps de moins rigoler, quoi. Donc le pacifisme, c'est bien, on peut aussi, je sais pas moi, faire du pacifisme, mais occuper des places, vraiment. Tu vois, pour ceux qui veulent vraiment rester pacifiques, au lieu de venir et repartir, ils peuvent venir et rester, par exemple. Ça, c'est pas mal. Ceux qui veulent vraiment rester pacifiques. Après, le reste, écoutez, moi je peux pas vous dire ce que vous avez à faire. Je sais qu'il y en aura de toute façon. Quoi qu'il arrive, je sais qu'il y a des gens qui sont en train de devenir complètement ouf et qui veulent péter un plomb. Ça, j'avais prévenu, je pourrais pas l'empêcher. Je suis ni Dieu le Père, ni un leader, ni un chef, et même si j'avais un ego surdimensionné à dire aux gens ce qu'ils avaient à faire, les gens n'auraient rien à foutre.
Donc maintenant, écoute, si le ministre me regarde, je vous avais dit que j'essaierais au maximum de parler de pacifiste. Et même si je me faisais démonter, je vous avais dit que j'allais prôner le pacifisme au maximum, même si je me faisais allumer la tronche. Ben voilà. Aujourd'hui, moi, je resterai au maximum pacifiste. Maintenant, si je dois me défendre, je me défendrai. Voilà. Si je me fais allumer la gueule, je me défendrai. Le message de Maxime Nicol, alors un message qu'on va qualifier un minima d'ambigu, David Dufresne. Oui, en tout cas, ce qu'il montre, c'est que la police ne fait plus peur. Et pour préparer cette émission, j'ai eu hier une longue conversation avec un commandant de CRS qui travaille, qui samedi sera face aux manifestants. Lui, il m'explique que le fait qu'il n'y ait plus de peur de la part des manifestants s'explique tout à fait simplement. Depuis une quinzaine d'années, la société dans laquelle on vit, très sécuritaire, a demandé à ce que le plan Sentinelle, l'état d'urgence, etc., font que on voit dans les rues de Paris et d'ailleurs des policiers surarmés. Du coup, quand le CRS ou le gendarme mobile enfile sa matraque, son casque et son bouclier en manifestation, il ne fait plus peur. Il n'a plus d'autorité naturelle dont vous parliez à l'instant. Et donc, évidemment, on est immédiatement dans la confrontation. C'est là où le schéma du maintien de l'ordre a complètement perdu, de mon point de vue, la bataille, et que du coup, on peut avoir le discours qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire, oui, on peut aller au contact, puisque de toute façon, il n'y a plus de peur en face. Hélène Leuillet, vous n'avez pas entendu une menace dans ce message qu'on vient d'entendre? Il y a quelque chose, effectivement, comme si vous continuez, je ne pourrai plus rien garantir. Enfin, c'est-à-dire que, oui, c'est ça qui est ambigu. Ça c'est une paraphrase, mais le sous-texte, c'est... Moi, je vous dis, moi, je suis pacifiste, donc ça signifie que s'il y a des violences, c'est pas moi qui les ai voulues, mais c'est la situation qui les amène à se rendre nécessaires. Donc c'est se retirer, effectivement, c'est même montrer aussi que le message n'a pas de poids, c'est-à-dire que même lui, il dit, ça c'est pas ambigu, il dit, et ça je pense que c'est vrai. Même si j'appelle au calme, ça n'aura pas d'effet. Bon, maintenant, je pense que cette ambiguïté, elle vient de ce que les deux France, dans ce mouvement, sont tout à fait représentées. C'est ça qui est très problématique. Deux France, c'est-à-dire dans ce mouvement. Vous savez, les deux France, enfin, je fais référence, par exemple, aux idées de l'historien Zev Sternel, qui montre que depuis le 19e siècle, en tout cas, mais après la fin de la Révolution française, il y a une France des Lumières, c'est la France des droits, c'est la France des revendications, c'est la France de la parole, c'est la France des débats. Là, on voit bien toutes les références à la Révolution française, enfin au vocabulaire de la Révolution française. Et puis, il y a la France anti-lumière. Il y a la France de la haine, il y a la France raciste, il y a la France antisémite et contre-révolutionnaire. Et donc là, Macron qui disait qu'il allait être au-delà du clivage droite-gauche, il se retrouve avec un mouvement dans lequel les deux tendances, et ça c'est une ambiguïté profonde, sont liées. Et là je vois qu'effectivement il y a une pétition qui circule sur Mediapart d'intellectuels qui disent il faut qu'on soit là pour soutenir la partie de gauche des Gilets jaunes. Il est possible que le débat conduise ces deux parties des Gilets jaunes à se scinder. Voyez, entre deux. Alors justement, c'est intéressant que vous évoquiez les deux France. Alors je ne sais pas s'il y en a deux ou plus. Là, vous évoquez les catégories. Non, vous évoquiez les catégories de l'historien Zev Sternel. Mais lorsqu'on a affaire à une répression policière, on pense à un certain nombre de scènes, par exemple la fusillade de Fourmies en 1891, il y a une manifestation d'ouvriers et la foule tire et c'est un massacre. Et puis il y a aussi des mouvements qui sont des mouvements factieux, séditieux. Alors en 1934, où les choses d'ailleurs sont plus complexes que ce que l'on a retenu, mais on se demande du coup aujourd'hui, David Dufresne, indépendamment de ces personnes qui ont été blessées, ce jeune lycéen de 15 ans, bref, des gens qui n'avaient rien à voir avec les manifestations qui passaient comme ça. On se demande si on a affaire à des gens qui manifestent ou à des gens qui sont là pour casser du flic.
Alors, j'allais dire que les deux sont liés, mon général. Les deux questions sont liées. D'abord, il n'y a pas que des balles perdues. C'est-à-dire qu'effectivement, le drame de Lilian, 15 ans, à Strasbourg, qui sort d'un magasin, il fait les soldes et qui prend probablement ce qui s'apparente à une blessure de LBD et qu'il va pendant 2 mois, il est actuellement à l'hôpital et il va pendant 2 mois manger liquide. C'est ça dont on parle. Le pompier gilet jaune qui se fait tirer dessus dans le dos, il n'y a pas de casse du tout à Bordeaux. Il est dans le coma artificiel aujourd'hui. C'est de ça dont on parle. Dans un cas, quelqu'un qui n'était pas dans la manifestation, dans l'autre, quelqu'un qui était dans la manifestation. Il faudrait surtout ne pas laisser croire, en tout cas valider facilement le discours blessé égale casseur. C'est archi faux. Les blessés ne sont pas des casseurs, c'est archi faux. Voilà, moi j'ai étudié cas par cas, si vous voulez. Bon, ensuite sur la question, est-ce qu'il y a des casseurs professionnels, etc. Moi, ce que je constate, c'est que le rendez-vous, il est sur les Champs-Élysées et il n'est pas à l'Élysée. L'Élysée est difficilement accessible, c'est ainsi, David Dufresne. Oui, non mais d'accord, mais il n'y a pas... Parce que Éric Drouet avait l'intention orale, en tout cas, d'aller à l'Élysée. Oui, mais tout ça participe, là, excusez-moi, du cirque médiatique et de l'écume du mouvement. C'est-à-dire que c'est Éric Drouet, quand il fait ça, et d'ailleurs, il l'a très bien dit, il a dit que c'était une provocation pour se faire arrêter, et que ça a marché. Non, et pas le même jour, enfin, non, mais plus tard. Non, mais je veux dire, vous avez raison. Il est dans une utilisation médiatique qui est... voilà, c'est tout à fait son droit. Ce que je veux dire, c'est que moi, je m'intéresse au maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre que je vois à l'œuvre aujourd'hui, c'est un maintien de l'ordre extrêmement dur, comme si l'État était menacé d'être renversé par les armes. Ça n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qui se passe. Je vous dis, les gens sont sur les Champs-Élysées, c'est-à-dire ils sont dans le symbole de la France absolue, hein, la soi-disant plus belle avenue du monde. C'est là qu'ils sont, beaucoup plus qu'à l'Élysée. Il se trouve que l'Élysée est pas loin, mais ils vont pas à l'Élysée. Pas loin et pas accessible. Il y a quelque chose qui est très très frappant, moi, je crois, d'un pays qui est le nôtre, qui est très fermé sur lui-même. Parce que, vous voyez, déjà en janvier 2015, après les attentats, lorsque l'état d'urgence était décrété et qu'en même temps la COP21 se préparait, finalement, on a eu le sentiment que le ministre de l'époque, était plus occupé par les zadistes que par les djihadistes. C'est vrai qu'il y a quelque chose dans notre actualité qui est très curieux, comme si là, on a quand même un danger à se mettre sous la dent, en quelque sorte. Il y a une agitation de rue, alors que, bon, manifestement, il n'y a pas eu, évidemment, il y a des gens qui ont envie d'en découdre. Hein, je Bien pense sûr. que ça, on ne peut pas le nier. Mais, enfin, ils n'arrivent pas avec des kalachnikovs et des attentats préparés. Enfin, il n'y a pas une vraie menace contre l'État et contre la société, comme dans les attentats djihadistes. Mais au moins, on les a ici à portée de main. C'est-à-dire qu'il y a presque un déplacement. Non, ce qui est notable, c'est la détermination. Ce qui est notable, c'est la répétition. Ce qui est notable, c'est le nombre. Effectivement, là, vous avez raison. Mais alors, pour prolonger justement ce que vous dites, vous dites la République n'est pas menacée. Alors, des élus ont dit qu'elle l'était, je pense à Gérard Larcher, François Patriat, mais continuons. La République n'est pas menacée, elle n'est pas menacée, dites-vous, par les manifestants, elle n'est pas non plus menacée parce qu'on l'a oublié, mais dans les années 60, la République, on pouvait la croire menacée par l'armée, on pouvait la croire menacée par la police. Aujourd'hui, peut-on dire que cette police est menaçante vis-à-vis de la République? Elle semble très républicaine, David Dufresne. Elle obéit aux ordres. Moi, c'est ce que je constate. Elle obéit aux ordres. Vous avez dans la police, évidemment, une frange extrêmement républicaine, mais elle obéit aux ordres. C'est-à-dire que moi, j'ai pas c'est pas un blanc-seing. Voilà. Elle servira l'État. Vous avez dit que la police et on l'a vu, était dans une dans spirale. Vous avez utilisé un néologisme qui pourrait faire florès. Vous avez dit que la police était en voie de bénalisation. Je crois que tout le monde comprend ce terme. Vous avez dit ça chez notre confrère AOC. Qu'est-ce que ça signifie chez vous? Est-ce que ça signifie... Vous avez, au départ de cette affaire de Benalla, franchement, je la trouve anecdotique. Et puis, en fait, je pense qu'aujourd'hui, elle nous éclaire considérablement sur ce qu'il se passe. On a auprès du président de la République, la personne la plus puissante, un type qui fait les nervis, qui tabasse des manifestants. Et cet homme va être excusé. On va sortir toutes les circonstances atténuantes. Et c'est bien,
il n'est pas en prison. Pas tellement de circonstances. Attendez, il va falloir. Attendez, il avait encore ses passeports. Enfin, non, je écoutez, pensais que vous disiez dans le commentaire médiatique. le commentaire, a vu ces images, tout le monde a été. Le commentaire médiatique, sincèrement, si Le Monde et Mediapart n'avaient pas fait ce travail, ce serait pas sorti. Non, il faut quand même dire. Non, attendez. Pour que ça sorte, il faut qu'il y ait quelques courageux quand même, qui sont seuls au début, qui sont seuls quand ils sortent l'affaire. Non, et qui tiennent. Et qu'importe, passons de là. La pénalisation, c'est l'idée qu'on peut faire du maintien de l'ordre en toute illégalité. Et c'est ce qui se passe samedi après samedi. Et oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous que l'affaire Benalla, c'est un symptôme important. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a montré qu'il ne respectait pas les institutions. Il a mis dans l'embarras le ministère de l'Intérieur, il a mis dans l'embarras le préfet de police. Il faut le faire quand même, je veux dire, au bout de quelques mois au pouvoir. Moi, je dirais qu'il y a peut-être aussi, alors je suis tout à fait d'accord sur ce que vous avez dit, il y a des forces républicaines dans la police à l'œuvre, même s'il y en a d'autres peut-être qui seraient tentés par d'autres engagements. Tout ça, il faut le dire. De manière très silencieuse. Aussi... Je n'ai pas, voilà. Eu vent, en tout cas, sauf si vous avez des informations contraires, d'une volonté de la police de faire un coup d'État. Absolument pas. Mais en revanche, il peut y avoir un calcul machiavélien de la part d'Emmanuel Macron, ça c'est sûr. Lequel ? Parce que, vous savez, c'est chapitre 7 du Prince, je veux dire, on met un gouverneur un peu cruel aux affaires, il se fait détester, et puis ensuite on peut le limoger et prendre une position de retrait. Qui serait le gouverneur ? Christophe Castaner ? Christophe Castaner, le préfet de police, etc. Je veux dire le préfet de police de Paris, apparemment, il est plutôt sur un siège que je qualifierais d'éjectable ou en tout cas de mouvant. Voilà, c'est ça. Donc, mais il serait sur un siège mouvant parce que, si on lit le Canard enchaîné notamment, parce qu'il n'aurait pas assuré convenablement le maintien de l'ordre, c'est-à-dire que les débordements, notamment du 8 décembre, lui seraient attribués. Au prochain problème, effectivement, il s'en va. Mais donc, c'est quand même, là, pour le coup, les recettes du chapitre 7 de Machiavel. C'est-à-dire qu'on l'a mis là, et puis ensuite, on peut s'en dégager et faire le marathon des débats pour montrer qu'on est au-dessus de ça et que nous, on est du côté de la parole, etc. Donc là, il peut y avoir ce calcul habituel des politiques, cette leçon machiavélienne. Maintenant, il y a aussi une rhétorique du danger avec laquelle il est très délicat de jouer. Alors, bien entendu, cette rhétorique du danger, elle est celle des gilets jaunes, comme le commandent très bien d'ailleurs les intellectuels sur Mediapart. C'est étonné que ça n'ait pas été plus repris. C'est que le gilet jaune, ça signifie ne m'écrasez pas. Je suis en danger. Attention, il y a eu un accident, je suis dans un danger, ne m'écrasez pas. Ça peut être le cri du socialisme. Vous savez que c'était comme ça que Durkheim définissait le socialisme, mais du coup là il y a très peu de distance, c'est-à-dire que l'État est lui-même pris dans cette rhétorique du danger. Attention, les institutions sont menacées, ce qui est une logique de justification de coup d'État, même si je ne pense pas qu'effectivement un coup d'État se profile. Mais c'est pas, on voit réapparaître le terme de populace. Je veux dire, c'est une rhétorique de justification de coup d'État. On a vu réapparaître beaucoup de mots, de thèmes et de termes violents de part et d'autre. Tout à fait. David Dufresne, vous avez signalé sur votre compte Twitter, vous continuez à le faire, des bavures, des personnes mutilées, blessées par des flashballs dans les manifestations. Quelles sont les suites ? Parce que là aussi, l'état de droit, cela signifie que l'IGPN, que la police des polices s'est saisie de ces dossiers. Est-ce qu'elle s'en est saisie convenablement ? Écoutez, la justice, ça prend du temps, donc ce serait pas très sympathique et très honnête de commenter aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 78 enquêtes ouvertes par l'IGPN, la police des polices, ce qui est un chiffre pour cette institution absolument considérable. C'est du jamais vu. De toute façon, on explose tous les records en matière de maintien de l'ordre dans cette affaire. On n'a jamais vu tout ce qu'on voit là, on l'a jamais vu depuis 68 et même avant. Donc l'IGPN, elle est un peu obligée. Devant le nombre écrasant d'incidents, de manquements à la déontologie, elle est obligée d'ouvrir des saisines. C'est pourquoi je m'étonne d'ailleurs que... à nouveau, que son ministre ne soit pas au courant que ses services, eux, disent il y a quand même 78 cas qui nous semblent un petit peu problématiques, on est quand même un peu obligé d'ouvrir une enquête. C'est quoi les conséquences ? Alors, dans le pire des cas, c'est le pénal, c'est très rare que des policiers soient poursuivis au pénal. Ça veut dire que le manquement à la déontologie est absolument flagrant, etc. Et souvent, c'est administratif quand il y a des... Voilà. Donc, c'est de l'avancement qui n'avance pas, c'est des révocations, etc. Mais tout ça va se faire avec beaucoup de temps. Mais alors, par exemple, ce commissaire de Toulon qui a été décoré, puis quelques jours, il a été donc filmé dans une scène où il s'acharnait sur deux manifestants en marge de la manifestation des Gilets jaunes. Ils avaient entraîné, semble-t-il, à côté. Et là,
on le voit s'acharner. Que lui est-il arrivé aujourd'hui ? Je précise que j'ai récupéré une vidéo d'un troisième moment de ce commandant Andrieux qui fouette la foule à coups de matraque télescopique, vidéo qui est sur Mediapart. Lui, qu'est-ce qui lui est arrivé précisément ? Je pense que pour lui, ça va pas être facile. Maintenant, il a un avocat qui va le défendre. Il faut attendre que justice soit faite. Mais son cas ne devrait pas être le seul cas cité en disant, vous voyez, la justice va passer. Non, et je crois qu'on est dans un volume beaucoup plus important et que si la République veut être respectée, elle doit se respecter elle-même. Hélène Leuillet, un mot de conclusion. Oui, non, je n'aurais pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire David Dufresne. Je veux dire, je pense qu'effectivement, là, nous devons tenir une sorte de position éthique par rapport à la police. Enfin, je veux dire, effectivement, maintenir qu'il y a cette tradition républicaine de la police qui peut être aussi du côté du langage, d'un autre rapport au maintien de l'ordre, et puis cette nouvelle situation qui est aussi largement le fait des mandats qui lui sont conférés actuellement. Merci à tous les deux. David Dufresne, Maintien de l'ordre, votre enquête est publiée chez Hachette Littérature. Hélène Leuillet, tu iras ton prochain comme toi-même, c'est chez Albin Michel, et Basse Politique, Haute Police, c'est aux éditions Fayard.